À l'abri des regards, il existe un royaume qui régit toute vie sur Terre. Ils atterrissent sur moi. Il y a une sorte de couche qui tombe tout autour de nous. Ils sont sur notre nourriture, dans nos poumons, sur notre peau. Ils sont sur chaque chose qu'on touche et partout où l'on va. Ils sont un réseau interconnecté unique. On pourrait les décrire comme un troisième mode de vie. C'est un monde inconnu d'anciennes et puissantes formes de vie. Ce réseau de vie tout entier est connecté. Et il est connecté grâce aux mycètes, les champignons. Certains vont nous sauver, d'autres nous menacent, et on commence seulement à comprendre qui est quoi. Ils ont façonné notre monde et détiennent la clé de notre futur. Voici le règne des fongies. Les mycètes ne sont ni des plantes, ni des animaux. Ils sont un règne en soi. Beaucoup pensent qu'ils sont des plantes parce qu'ils ne bougent pas et qu'ils sont là à ne rien faire. Mais en fait, les mycètes sont beaucoup plus proches des animaux que des plantes. Et comme les animaux, ils doivent manger d'autres organismes. Lorsqu'on pense aux mycètes, on pense aux champignons. Mais ils n'en sont que le fruit, une petite partie de la vie fongique qui nous entoure. Ils ne sont que la pointe de l'iceberg. Ils sont le signe extérieur de la présence de champignons. Ah, regardez ça. La partie principale de ce mycète est un ensemble de fins filaments qui, réunis, forment ce qu'on appelle le mycélium. Le mycélium est le corps du mycète. Il se propage dans la terre, mangeant tout sur son passage et pénètre même dans du bois massif. Ils peuvent y pénétrer par la force physique, mais aussi en produisant des enzymes qui digèrent la matière sur laquelle ils poussent. Ces enzymes sont les dents et les pinces des champignons. On connaît très bien les organismes unicellulaires, comme les bactéries, et les organismes multicellulaires, comme les plantes et les animaux. Les fongies sont différents, car ils ont un réseau interconnecté unique. Il reste beaucoup à découvrir. Presque à chaque fois que l'on fait une expérience, on voit quelque chose que personne n'a jamais vu auparavant. Leur croissance et leur développement dépendent de ce qu'il se passe dans leur environnement. Un animal, par exemple, ne se fait pas pousser un nouveau membre selon qu'il en a besoin ou non. Contrairement aux animaux, le corps du mycète change constamment de forme dans une recherche incessante de nourriture. Il peut continuer à se propager. Il peut recycler les matières inutiles et utiliser ces matières pour se développer ailleurs. Il peut migrer dans son environnement selon qu'il trouve de la nourriture ou non. Pendant 1 milliard d'années d'évolution, les mycètes sont devenus maîtres dans l'art de la survie. Les mycètes existent depuis si longtemps, ça veut dire qu'ils ont eu beaucoup de temps pour trouver la meilleure façon de tout faire. La meilleure façon d'être des meurtriers, la meilleure façon de tuer ceux qu'ils combattent. Ils ont 1 milliard d'années d'expérience, passées à apprendre la rude tâche de la survie. Nous avons beaucoup à apprendre de ce règne mystérieux. On ne connaît même pas 1% des quelques 5 millions d'espèces de mycètes. On ignore encore beaucoup de choses au sujet de ces organismes. À chaque fois que l'on respire des centaines d'espèces de mycètes. Et même les champignons qu'on étudie depuis des centaines d'années possèdent encore des éléments basiques qu'on ne connaît pas forcément à leur sujet. Les explorateurs microbiens Rob Dunn et Anne Madden veulent découvrir comment les mycètes peuvent changer nos vies.
On n'a pas besoin d'aller dans des contrées lointaines parce qu'il y a de nouvelles espèces juste sous nos pieds. Chaque nouvelle espèce est la promesse de nouveaux composés qui pourraient devenir le meilleur antibiotique ou d'un élément chimique qui pourrait guérir le cancer ou d'autres choses dont on ne connaît pas encore l'application. Depuis peu, on cherche à trouver, au-delà d'un nouveau champignon, des champignons qui pourraient être utiles à l'homme. Dans certains cas, un champignon pourrait servir à fabriquer de la bière. Dans d'autres cas, nous recherchons un champignon qui pourrait décomposer les déchets industriels et humains. On va avoir besoin des champignons pour traiter ces problèmes. On n'a pas encore découvert la plupart des trucs géniaux que la nature peut faire. On cherche donc systématiquement et on butine un peu. C'est génial. L'écorce est magique, on la soulève un peu et il se passe tellement de choses dessous. C'est un mystère microscopique à l'intérieur d'un mystère microscopique. On a besoin de quelque chose qui nous amène à comprendre tous ces mystères. Je crois que l'histoire évolutive nous sert de boussole pour nous guider. Elle nous oriente vers une direction. C'est l'histoire jamais racontée de la façon dont les mycètes ont façonné la vie sur Terre. Et pour le comprendre, nous devons retourner au temps de l'évolution. Il y a 1 milliard d'années, la planète Terre sort d'une longue période glaciaire. Le retrait des glaciers révèle un paysage aride. Et pourtant, de cette désolation va émerger toute l'abondance de la vie terrestre. Nous trouvons dans les champs de lave d'Islande des preuves de ces premiers colonisateurs. J'ai vraiment envie de voir ce qui vit ici et voir ce qui est invisible. Il y a sur ces roches des signes qui montrent que des mycètes microscopiques faisaient partie des pionniers. Il y a environ 1 milliard d'années, la planète Terre a commencé à être colonisée par des microbes. Et ces microbes comprenaient les bactéries et aussi les champignons vivant sur la croûte terrestre. Les premiers mycètes terrestres survivent en extrayant les minéraux de la roche. Ils se creusent littéralement une existence. Lorsqu'on regarde un paysage volcanique comme celui-ci, il est difficile de penser que les champignons aient un lien avec l'histoire. Les champignons sont fragiles, ce sont des spores microscopiques, mais ils sont exactement au centre de cette histoire, parce que ce sont les champignons qui ont transformé les pierres comme celle-ci en terre. Les mycètes mangent les roches. Ils produisent des spores qui dégagent de l'acide qui décompose la surface de la roche. Ces filaments fongiques à croissance rapide appelés hyphes creusent la roche pour en extraire les minéraux. Avec une pression 100 fois plus grande que celle d'un pneu de voiture, la pointe de l'hyphe broie la roche. Ce qui nous intéresse, c'est une sorte d'activité minière moléculaire. C'est grâce à ce type de procédé que les champignons ont transformé les pierres en vie. En minéralisant les roches, les mycètes vont lentement préparer le terrain pour l'arrivée des premières plantes. Mais l'étape suivante, la colonisation de la Terre, fut très importante. Il y a environ 500 millions d'années, un groupe d'algues a commencé à se déplacer des bords de l'océan vers les étangs d'eau douce sur la Terre. Mais pour s'ancrer dans le sol, les algues ont dû conclure une entente avec les mycètes. Les organismes vivant dans l'eau baignent dans une solution d'éléments nutritifs. Une fois sur Terre, le scénario est très différent. Il leur est très difficile de se procurer l'eau et les nutriments dont ils ont besoin pour se développer. Très tôt, une des stratégies majeures aurait été d'établir un lien avec ces mycètes déjà établis sur Terre. À cette époque, les mycètes vivent principalement de bactéries et d'algues en décomposition échouées sur la côte.
L'arrivée de plantes terrestres permet un accès aux aliments plus facile. Ils utilisent un organisme vivant pour en extraire le sucre, au lieu de devoir excréter leurs propres enzymes digestifs, puis d'assimiler tous les nutriments, ce qui demande une bien moins grande dépense d'énergie pour eux. Ça se comprend. Quand les algues émergent des lacs, elles sont déjà prêtes à faire un marché. En échange de minéraux essentiels des mycètes, elles offrent des sucres. Cette relation mutuellement avantageuse est une forme de symbiose. Et cela va devenir l'un des moteurs les plus puissants de l'évolution. Lorsque la première cellule d'algue a touché le sol terrestre, le champignon était déjà là, prêt à créer un partenariat. Le docteur Eric Homme, microbiologiste, a recréé cette histoire d'amour entre mycètes et algues. Même dans les relations humaines, je suis toujours fasciné de voir quelles personnes vont bien s'entendre et pourquoi. L'expérience du docteur Homme montre que même 500 millions d'années plus tard, les mycètes et les algues vont de nouveau travailler ensemble. Et si je vous demandais combien de temps, à votre avis, il faudrait à ces deux-là pour peut-être former une symbiose, que diriez-vous? Je sais pas. Difficile de conclure qu'ils pourraient former un partenariat. Oui. Ils peuvent former un partenariat, et voilà le résultat au bout de 7 jours. Ce n'est pas beaucoup. Attendez, c'est fou. Vous avez mis ces deux-là ensemble, correct? Oui. Ils détestent la vie et en 7 jours, vous obtenez ceci? Oui, ils se sont trouvés. Et donc le fait qu'ils soient ensemble signifie que l'algue s'est liée d'une certaine façon à l'if. Oui, en fait, ils sont attachés physiquement, comme accrochés l'un à l'autre. C'est génial. Je trouve ça fantastique. J'aime l'idée que vous recréez une relation qui a dû se produire. Oui. Eh oui, il y a de la beauté là-dedans. La symbiose entre mycètes et algues va ouvrir la voie à l'évolution de toutes les plantes terrestres. C'est le Big Bang biologique. Ce premier pas était important, le verdissement d'une terre si ténébreuse. Il y a 450 millions d'années, la Terre grouille de formes de vie étranges. Mais la plupart se trouvent dans la mer. La terre ferme est dépourvue d'animaux, d'arbres et de plantes à fleurs. Seule la mousse recouvre les champs de lave et de simples plantes s'accrochent au bord des ruisseaux. Elles n'ont ni feuilles ni racines. Elles étaient donc réduites à rester près de l'eau parce qu'elles n'avaient aucun moyen de la stocker ou de la transporter. Comme leurs ancêtres les algues, ces premières plantes vont demander de l'aide aux mycètes. À cette époque, les mycètes auraient été déjà bien établis dans la terre et ils auraient déjà été capables d'aller plus en profondeur et d'accéder à des crevasses et d'exploiter cette terre. Martin Bidart-Tondo étudie l'interaction entre les mycètes et les plantes les plus anciennes, les hépatiques. Imaginez que les mycètes se soient mis en contact avec la surface des plantes, ces plantes poussant en surface, et qu'ils se soient développés autour d'elles et non en elles. Les mycètes explorent les hépatiques et se créent un passage entre les cellules de la plante. Certains arrivent même à y pénétrer. Les champignons ont donc pu occuper la plante elle-même et former ces magnifiques structures en forme d'arbre qu'on appelle arbuscules. C'est grâce à ces arbuscules que les plantes sont capables d'absorber le phosphore du champignon et en échange, la plante lui donne le carbone généré par la photosynthèse. Katie Field peut recréer l'atmosphère d'il y a 450 millions d'années lorsque les champignons et les hépatiques ont commencé à coopérer. Alors, on a accru le niveau du CO2 à 3 fois son niveau actuel dans l'atmosphère. Regardons comment les hépatiques se comportent.
Celle-ci est une de mes hépatiques préférées, la Treubia lacunosa. Et c'est une des plus anciennes plantes sur Terre. Elle est sûrement très semblable aux premières plantes terrestres d'il y a 400 millions d'années. Comme vous pouvez le voir, elle se débrouille très bien sous cette haute concentration de CO2 dans cette armoire, ce qui indique que le champignon fait bien son travail et lui donne les nutriments provenant de la terre. Et grâce à ça, la plante se développe bien. En collaborant avec les champignons, les hépatiques ne font pas que survivre, elles se développent. Aspirant le dioxyde de carbone et rejetant de l'oxygène, ces petites plantes donnent à la planète sa première bouffée d'air frais. Au fil du temps, elles changent la composition de toute l'atmosphère, ouvrant la voie à l'émergence de plantes plus complexes. Et on se retrouve avec ces plantes beaucoup plus grosses, qui évoluent, qui ont des feuilles et des stomates pouvant contrôler la circulation du CO2 dans les feuilles, et des racines permettant à la plante de se développer bien au-dessus du sol. Et depuis lors, pratiquement toutes les plantes se nourrissent de leurs champignons symbiotiques. Je suis toujours captivé par l'idée qu'une plante qui est vivante et en bonne santé permette à un autre organisme de se développer entre ses cellules et dans ses cellules. Non seulement elle l'y autorise, mais en plus, elle en tire profit. Au final, les champignons ont aidé les plantes à passer de ces petites choses marginales au bord de l'eau à de grandes forêts et à un écosystème tout entier. Si les champignons n'avaient pas évolué, la planète aurait une apparence radicalement différente. On ne serait sûrement pas là. Bien avant l'arrivée des premières forêts, les champignons dominaient le monde. Pendant 50 millions d'années, de gigantesques organismes appelés prototaxites s'élevaient à 8 mètres au-dessus du paysage. Si étrange et inexplicable que les scientifiques en débattent depuis un siècle. Le prototaxite a été identifié comme du bois fossilisé. Et lorsque j'ai regardé les tissus de près, je me suis dit que ça n'était pas possible. Ça m'a intrigué et j'ai voulu découvrir ce que c'était. Il n'y avait rien de comparable dans les bois modernes, donc je me suis dit que c'était peut-être un champignon. Et je l'ai comparé aux champignons d'arbres actuels, les polypores. Ils ressemblent aux bois et ils sont très durs. Le docteur Francis Huber a passé sa vie à essayer de comprendre ces fossiles énigmatiques. Ce genre de structure n'est vraiment pas celle du bois. Ce sont des ifs, des tubes. Ça a l'aspect typique des champignons d'aujourd'hui lorsqu'on examine des polypores au microscope. On retrouve un agencement similaire de tubes de tailles différentes. Ces énormes champignons se sont propagés sur tous les continents. Ils n'avaient aucun adversaire jusqu'à ce que les insectes apparaissent et les mangent de bas en haut. Je dis pour plaisanter que les prototaxites en avaient assez d'être sur le sol, alors ils ont grimpé aux arbres et sont devenus les polypores. Ces fossiles énigmatiques sont tout ce qu'il reste, un souvenir des étranges expériences de l'évolution. À l'âge d'or des dinosaures, la planète explose de vie. Les fougères arborescentes et les conifères configurent le paysage. Mais ce sont les champignons sous la terre qui rendent tout cela possible. Le champignon est un type d'organisme classique, loin des yeux, loin du cœur. Mais lorsqu'on y réfléchit, les champignons sont vraiment les organismes qui ont mis les plantes sur Terre. Avec l'arrivée des arbres, de nouveaux types de champignons se développent. Ils établiront un partenariat avec les racines des arbres et engendreront des forêts entières. Ceux-là sont des descendants de champignons qui sont capables de faire des choses très différentes dans la Terre, comparés aux premiers champignons qui ont aidé les plantes à coloniser la Terre. À la surface, ces nouveaux mycètes ont un corps de fructification, les champignons. Mais sous la surface,
ils forment des réseaux complexes. Les scientifiques l'appellent le Wood Wide Web. En fait, il existe deux types de Wood Wide Web. L'un est formé de champignons décomposeurs qui désintègrent les débris végétaux et ils interconnectent beaucoup de déchets différents. Sans ces décomposeurs, la vie dans la forêt s'arrêterait en très peu de temps. Les champignons se nourrissent de morts et ce faisant, ils créent la vie. Ils sont les broyeurs à ordures de la nature. Ils décomposent les matières organiques mortes et en faisant ça, ils libèrent des nutriments. Et ces nutriments sont ainsi accessibles aux plantes pour continuer leur croissance. Autrement, tous les nutriments de la planète seraient emprisonnés dans la matière morte. Les champignons prennent tous ces éléments morts et les ramènent à la vie. C'est comme ça que tout renaît. Donc ce réseau de la vie est connecté et il est connecté grâce aux champignons. L'autre type de Wood Wide Web se forme entre les plantes vivantes, particulièrement les arbres. Ayant besoin de nourriture, les filaments fongiques appelés hyphes recherchent les racines d'arbres. Elles enveloppent la racine et certaines arrivent même à y entrer. Là, elles fourniront de l'eau et des minéraux en échange de sucre. Mais cela va bien au-delà d'un accord. La forêt entière est maintenant connectée grâce aux champignons. Si on calculait la distance parcourue par l'IF sous un seul pas, cela donnerait plus de 500 km d'IF. Un vaste réseau qui circule à travers tout ce dont la forêt a besoin. C'est l'Internet de la nature. Une super autoroute de l'information qui permet aux arbres de communiquer et même d'envoyer des signaux de danger les uns aux autres. C'est comme si la forêt n'était pas composée d'arbres individuels, mais fonctionnait comme un super organisme. Connectée par le réseau de champignons, une planète riche et dynamique émerge. Mais des millions d'années d'évolution sont sur le point d'être balayées en un seul instant. Cet impact d'astéroïdes va éliminer 70% de toutes les espèces. Mais le champignon, le survivant ultime de la nature, va tourner le cataclysme à son avantage. La Terre est devenue un compost à champignons. Cette catastrophe se produit du jour au lendemain. Il y a des nuages de poussière, aucune lumière du soleil, et il y a toutes ces matières végétales qui se décomposent. Les champignons peuvent alors se reproduire très rapidement. Dans cette étendue de mort, les champignons héritent de la Terre. Et plus incroyable encore, sans cette catastrophe, nous ne serions pas là. Un groupe d'animaux par ailleurs insignifiants, les mammifères, de qui nous allons évoluer, survivent. Ils sont immunisés contre le baiser mortel des champignons. Les mammifères ont un avantage intégré comparé aux reptiles. Ils sont chauds. Les reptiles sont plus enclins aux maladies fongiques. Mais le mammifère type, qui maintient sa température aux alentours de 37 degrés, crée une zone d'exclusion thermique pour les champignons. C'est une théorie intéressante. Si elle était juste, la température des animaux à sang chaud serait supérieure à la température tolérée par la plupart des champignons. L'équipe de Casadeval teste cette hypothèse. Donc, après 2 jours en culture à 25 degrés, qui est la température ambiante, et à 37 degrés, qui est la température humaine, on peut voir qu'il y a une différence au niveau de la croissance. Dans la boîte de pétri à 25 degrés, on peut voir que les 4 souches se sont développées. Mais dans la boîte de pétri à 37 degrés, on constate que 2 de ces champignons n'ont pas du tout poussé. C'est parce qu'ils ne survivent pas à 37 degrés. Et il se trouve qu'ils sont ceux qui ne peuvent pas infecter les humains.
On peut voir la preuve de cet équilibre précaire entre la température et l'infection fongique chez les petites chauves-souris brunes. Des millions ont été décimés par l'arrivée d'un nouveau champignon. Les chauves-souris, comme nous, ont le sang chaud. Cependant, les chauves-souris hibernent durant l'hiver. Et lorsque leur température baisse, elles deviennent vulnérables à cette maladie fongique. Ce qui est intéressant, c'est que si l'on prend des chauves-souris infectées et qu'on les nourrisse, les réveille et qu'on laisse leur température augmenter, elles sont capables de lutter contre la maladie fongique. Mais lorsqu'elles sont froides, leur système immunitaire n'est pas suffisant. Le sang chaud des mammifères, dont le nôtre, a évolué en partie comme une réponse à la pression des champignons. On a en quelque sorte cuit les pathogènes du champignon. Protégés par leur haute température, les mammifères sont libres de se déplacer dans un monde dominé par les champignons. Il y a 10 millions d'années, le climat est devenu chaud et sec. Les forêts ont laissé la place aux prairies et nos ancêtres ont commencé à explorer la vie sur Terre. Leur destinée sera modifiée par le plus simple des champignons, la levure. Dans les arbres, on trouve beaucoup de fruits qui ne sont pas fermentés. Mais lorsqu'ils vieillissent et tombent sur le sol, ils peuvent être endommagés. La levure peut entrer dans le fruit et commencer une guerre contre les bactéries. Et comment se battent-ils contre ça? En produisant de l'éthanol. Donc, si vous vous adaptez à une vie au sol, vous aurez plus de chances de rencontrer des fruits fermentés que non fermentés. Mais manger des fruits chargés d'alcool lorsque vous êtes entouré de prédateurs n'est pas une bonne idée. Si vous mangez ce fruit fermenté et que vous ne pouvez pas métaboliser l'éthanol, vous devenez ivre, en état d'ébriété. Est-ce vraiment une bonne stratégie de survie lorsque vous parcourez la forêt entouré de prédateurs ou que vous vous battez contre d'autres animaux? Probablement pas. Le biologiste Matthew Carrigan a découvert que certains de nos ancêtres étaient capables d'assimiler l'alcool. Ce qu'on a appris des enzymes qu'on a étudiées, c'est que nos ancêtres, avec ces singes et aussi les gorilles, ont subi une mutation qui leur a permis de très bien métaboliser l'éthanol. Et dans un monde où la nourriture est rare, cela peut faire la différence entre la vie et la mort. S'il n'y a rien d'autre à manger, alors il vaut mieux manger des fruits pleins d'éthanol que de mourir de faim. Ces ancêtres qui ont pu tolérer l'alcool ont finalement évolué jusqu'à devenir qui nous sommes. On a évolué. On est arrivé à consommer de l'alcool sans devenir ivre, sans être en état d'ébriété. Santé! La levure, j'adore. Une simple mutation dans notre passé évolutif a ouvert la voie à un de nos passe-temps favoris. Et depuis ce moment, notre histoire est étroitement liée à la levure. Lorsqu'on pense à l'histoire de l'humanité, qui a évolué d'une société de chasseurs-cueilleurs à une société agricole, jusqu'à devenir un empire, la clé de cette transition serait le champignon. L'agriculture a semé les germes de l'ère moderne. La civilisation débuta grâce à l'agriculture. On pensait que ces céréales avaient été cultivées pour faire du pain, mais si en réalité, elles avaient été récoltées pour faire de la bière. Et en fait, tout porte à croire que les céréales que l'on a choisies à l'époque comprenaient des céréales qui étaient les meilleures, non pas pour le pain, mais pour la bière. La fabrication et du pain et de la bière nécessite de la levure pour la fermentation. Mais brasser la bière offre l'avantage supplémentaire d'une stérilisation contre les bactéries. Lors de ces premiers rassemblements d'humains, on déféquait partout. Le danger d'attraper une infection et de tomber malade était très élevé. Le risque était surtout important avec les liquides qu'on buvait. Donc, dans ce contexte, les boissons fermentées auraient augmenté notre capacité à survivre. Nous avons construit notre civilisation autour d'un simple champignon microscopique. Étonnamment, pendant 10 000 ans, chaque verre de bière et chaque miche de pain ont été faits avec la même levure.
Anne Madden et Rob Dunn ont pour mission de faire changer ça. Il y a beaucoup d'autres espèces de levures dans notre monde. Notre idée était de prendre ces levures sauvages et de voir si elles produisaient de nouvelles bières différentes et valables. Et nous avons décidé de commencer notre recherche avec le corps des guêpes à vie sociale. Lorsque les guêpes pollinisent les fleurs, elles ramassent accessoirement des levures qui se nourrissent du nectar. On savait que les guêpes étaient un réservoir de levure dans la nature. Nous avons donc extirpé et étudié les levures de ces guêpes. On a récolté une espèce de levure qui n'a jamais été utilisée pour faire de la bière. Donc ici, nous avons 4 levures différentes prélevées de différents arthropodes que nous étudions. On peut voir que ces levures sont très différentes. Elles ont produit différents pigments et elles ont toutes des odeurs différentes. Celle-ci a des notes un peu fruitées. Oui, et ça risque de se retrouver dans la bière. Il faut donc garder ça en tête quand on l'examinera. La plupart des levures ne peuvent pas produire d'alcool et si elles en produisent, ça donne une odeur et un goût horribles. Alors non, pas celle-là. C'est pas très gentil, c'était un piège. On avait vraiment peu de chances de succès, mais on a trouvé quelques levures qui ont la caractéristique remarquable de produire de l'alcool. Je les ai donc envoyées à notre brasseur et je ne m'attendais vraiment pas à un résultat. Il y avait peu de chances que ça fonctionne, mais quelques semaines plus tard, j'ai reçu un mail de John me disant que la levure avait produit de la bière. Oui, la levure provenant du corps des guêpes sert maintenant à produire de la bière et vous êtes sur le point d'y goûter. Je ne sais pas trop quoi en penser. Est-ce que je devrais être content? D'accord, c'est parti. Ah, c'est plutôt bon. Ça vous plaît? Oui. Délicieux, au goût de guêpe avec des notes de champignons. J'aime bien. Les champignons nous ont offert bien plus que la bière et le pain. Nos ancêtres savaient qu'ils pouvaient leur sauver la vie. Il y a 5000 ans, cette magnifique région des Alpes tyroliennes était déjà peuplée par l'homme. Et cet homme en particulier a entrepris un voyage avec beaucoup d'équipements. Malheureusement, il n'allait jamais retourner chez lui. Voici Ötzi, l'homme des glaces. Une victime d'un meurtre néolithique. Son corps a été parfaitement conservé dans la glace pendant des milliers d'années. Et parmi ses effets personnels, il y avait des objets insolites. Il y avait 2 objets qui au début étaient un vrai mystère. Ils se sont avérés être des champignons, des polypores. On a pensé que ça pouvait être de la nourriture, mais qui se donne autant de mal avec de la nourriture pour la décorer si joliment? La docteure Ursula Peintner est l'une des scientifiques qui ont étudié ces champignons. Les preuves suggèrent qu'ils étaient bien plus que de la décoration. On sait maintenant que le champignon fortifie le système immunitaire et aide à lutter contre le cancer, contre l'inflammation. C'est un antiviral, c'est un antibactérien. Il a un large éventail de propriétés médicinales. Le polypore d'Ötzi est la première utilisation documentée de champignons comme médicament. Mais pour l'homme des glaces, il avait encore plus de sens. C'était un talisman, c'était spirituel, un peu comme apporter l'Esprit de Dieu avec vous pour vous protéger durant le voyage. Dans la culture occidentale, le pouvoir médicinal des champignons va bientôt être oublié. C'est un simple accident qui le ravive. En 1928, des spores fongiques sont transportées par le vent à travers la fenêtre d'un hôpital de Londres. Elles atterrissent dans une boîte de pétri dans le laboratoire d'Alexandre Fleming. Ce champignon appelé pénicillium va changer l'histoire de l'humanité. Il a regardé dans l'une de ces insolites boîtes de pétri et l'interface entre la bactérie et le champignon était une zone où rien ne poussait.
Il s'est rendu compte que c'était la zone où le champignon produisait des enzymes, des produits chimiques, qui étaient à l'extérieur du champignon et qui tuaient la bactérie. C'est la base de la découverte des antibiotiques. Tout au long de l'histoire, l'humanité a été décimée par des épidémies bactériennes mortelles. Mais depuis la première pilule de pénicilline, la population mondiale a triplé. Et cela nous a permis de construire d'immenses villes, changeant ainsi le visage de la planète. On s'attend à ce que la population mondiale augmente de 2 milliards. On va avoir besoin de plus de nourriture, on va avoir besoin de plus d'antibiotiques. On va devoir dépendre des champignons encore plus qu'aujourd'hui. Le pouvoir guérissant des antibiotiques est le résultat d'une guerre antique. Les champignons et les bactéries sont ennemis jurés. Où qu'ils poussent, les champignons rencontrent des bactéries. Et depuis des millions et des millions d'années, ils créent des mécanismes pour tuer ces bactéries. Les champignons sont des chimistes remarquables. Ils produisent des molécules presque impossibles, en fait totalement impossibles à reproduire en laboratoire de nos jours. Mais les bactéries évoluent constamment. Et en conséquence, nous sommes maintenant face à une crise mondiale de résistance aux antibiotiques. À moins de trouver une solution, des centaines de millions de personnes vont mourir. Le défi est que nous n'avons pas de nouveaux médicaments. Nous devons trouver de nouvelles façons de résoudre ce problème. Le microbiologiste Jerry Wright s'est demandé si les champignons avaient développé des moyens de combattre la résistance bactérienne. Cela voulait dire retourner à la Terre et chercher un composé qui nous aide à préserver nos antibiotiques. Bonjour tout le monde, je vous ai apporté plus de terre. Elle provient de l'arrière de l'université. Merci. Regardez si vous pouvez y trouver quelque chose d'intéressant. Nous avons trié 10 000 extraits que nous avons collectés de micro-organismes provenant de différents environnements. Et parmi ces 10 000 extraits, nous en avons trouvé un qui se battait bien pour vaincre la résistance. On l'appelle AMA, parce que Aspergillomarasmine A, c'est trop long à dire. Incroyablement, ce composé produit par un champignon très répandu dans la terre, l'Aspergillus, a restauré le pouvoir de nos antibiotiques. Lorsque j'ai vu les résultats, je n'y croyais pas. Ça avait l'air un peu trop facile à faire. Mais ça s'est révélé vrai. Alors chaque semaine, chaque mois passé à travailler sur ce composé, je me suis demandé si on pouvait s'en servir contre la pneumonie ou contre un autre type d'infection. À chaque fois que l'on a fait une expérience de ce genre, ça s'est avéré très efficace. Étonnamment, quand ces molécules fongiques furent ajoutées aux antibiotiques, même les bactéries les plus résistantes furent vaincues. Je travaille dans ce domaine depuis 25 ans et on n'a jamais rencontré de molécules qui se soient montrées aussi puissantes. C'est follement passionnant. Le règne des mycètes est l'usine de produits chimiques de la nature qui offre d'immenses bénéfices à l'humanité. Déjà, 10 de nos 20 médicaments les plus utiles sont dérivés de champignons, dont les immunosuppresseurs et les statines qui font baisser le taux de cholestérol. Beaucoup de nouveaux médicaments auxquels nous pensons proviennent des champignons. Donc dans la vie de tous les jours, nous nous appuyons beaucoup sur la magie de ces composés. Les scientifiques étudient maintenant les bénéfices d'un large éventail de champignons pour leurs propriétés anti-inflammatoires, anticancéreuses, antioxydantes et immunostimulantes. Le défi en tant que scientifique est de comprendre pourquoi ils font ça, comment on peut l'exploiter et augmenter nos chances de trouver ce que nous voulons. Avec des millions de candidats potentiels, la recherche de champignons bénéfiques demande un ingénieux travail de détective.
Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'insectes dont on sait qu'ils contiennent probablement des champignons utiles, mais il y en a beaucoup d'autres que personne n'a jamais étudiés dans le cadre des champignons. On a commencé à rechercher des insectes à vie sociale qui, comme nous, font face à des pathogènes microbiens qui seraient ravis de détruire leur société au complet. Oh, regardez ça! Un candidat prometteur est la pire ménagère de la nature, la fourmi Aphaenogaster rudis. Apparemment insensible aux problèmes d'hygiène, ces fourmis vivent entourées de déchets et de cadavres en décomposition. Juste à côté des larves et des œufs, on trouve des excréments de fourmis, des squelettes de fourmis, des fourmis mortes. Ça veut sûrement dire que ces fourmis font quelque chose d'intéressant. Plaçons ça dans le contexte de notre vie. Si vous aviez dans votre chambre des excréments et des cadavres, vous vous poseriez immédiatement des questions sur la façon dont ils sont arrivés là, mais aussi sur les pathogènes, non? Comment éviter que les pathogènes associés à ces choses vous tuent? Ici, on récolte des fourmis, mais aussi une partie de leurs déchets. On veut savoir si on trouve dans leurs déchets un champignon qui serait utile en tant qu'antibiotique, mais aussi savoir ce que les fourmis pourraient utiliser pour détruire les déchets dans leur fourmilière. Au laboratoire, Anne Madden récupère le champignon trouvé sur les fourmis, ouvrant la porte à un monde encore jamais vu auparavant. Ça, c'est ma partie préférée parce qu'on ne sait jamais ce qui va se développer de ces insectes dans une boîte de pétri. C'est une diversité incroyable pour un seul insecte. On voit différents champignons ici, mais il est probable qu'il y a plus d'espèces ici que ce qu'on peut voir. Mon plus grand espoir est que ça contienne un champignon qui produirait un antibiotique ou qui nous permettrait de décontaminer les déchets humains. On ne sait pas encore ce qu'ils sont, n'est-ce pas? Oui, on doit donc faire plus de séquençage génétique pour savoir qui ils sont et ensuite ce qu'ils font. Ça me donne des fourmillements de ne pas savoir. J'en fais trop? Désolé. Nous avons à peine commencé notre voyage au sein du mystérieux royaume des champignons. Il y a des merveilles à découvrir partout où nous effectuons nos recherches. Si on pense à plusieurs de nos problèmes et aux défis qu'ils représentent, les champignons offrent un grand réservoir de possibilités par leur maîtrise de la chimie et par leur diversité. Les champignons sont les grands survivants de la nature. Ce qui fait d'eux des alliés puissants et parfois même des ennemis redoutables. Une épidémie sur la côte ouest du Canada est une mise en garde contre la puissance meurtrière des champignons. En 2001, les vétérinaires sur l'île de Vancouver remarquèrent quelque chose d'étrange. Beaucoup de chats et de chiens développaient des grosseurs sous leur peau et avaient du mal à respirer. Bonjour, bureau du docteur Gasker. Bientôt, des gens commencèrent à se plaindre de toux persistantes, de maux de tête et de sueurs nocturnes. Les radiographies montrèrent des ombres sur leurs poumons. Ils croyaient avoir un cancer. C'est ce que leur chirurgien leur avait dit. On les opérait, mais voilà, ce n'était pas un cancer, c'était une infection fongique. Le coupable? Le Cryptococcus gattii, un mycète relativement inoffensif, uniquement rencontré jusqu'à présent dans des pays tropicaux comme l'Australie. Comment était-il arrivé jusqu'ici? On ne savait pas. C'est un peu comme un roman policier pour le découvrir. Ce qu'on voit vraiment quand on étudie les champignons, c'est l'évolution elle-même. La professeure Bartlett est chasseuse de microbes. Quand un nouveau pathogène humain apparaît, c'est à elle de le localiser dans la nature. Il n'y avait pas de temps à perdre. Le C. gattii avait déjà infecté des centaines de personnes en tuant près d'1 sur 10. Dès qu'on a su que c'était le gattii, on a contacté nos collègues en Australie, où il est endémique et principalement associé aux eucalyptus. Ça nous a au moins donné une piste, les arbres. Ça a été notre point de départ, mais je prenais également des échantillons d'air et ça, ce fut vraiment la grande découverte. Il suffit simplement qu'il y ait des spores dans l'atmosphère, et il n'y a aucun moyen de contrôler ça. Avec un taux d'infection 10 fois supérieur à celui de l'Australie, l'île de Vancouver fut déclarée zone à risque.
Être au milieu de ces arbres en pleine forêt, sans savoir s'il allait y avoir une épidémie, ça donnait à réfléchir. Ce qui m'a ensuite traversé l'esprit, c'est que parce que j'étais celle qui récoltait les échantillons, j'étais peut-être à risque de contracter la cryptococose. Ce qui rendait le gâtillis effrayant, c'est qu'il infectait des gens en bonne santé. C'est très, très inhabituel. Non détectée, cette infection peut être mortelle. Ken James, un ancien menuisier de Duncan, a eu de la chance. Sa vie a été sauvée par une coïncidence. Le Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique émet une alerte sanitaire. Voici les symptômes à surveiller. Il y avait un reportage sur cette maladie, la cryptococose, à la télévision à Victoria. Ils ont énoncé les symptômes et moi je disais « Oui, j'ai ça aussi, oui, celui-là aussi ». Et en gros, j'avais tous les symptômes qu'ils décrivaient. Fièvre non diagnostiquée, sueur nocturne, raideur cervicale. Le docteur Guesquière a pris un échantillon et l'a mis en culture. Il est revenu et m'a dit que j'avais la cryptococose. Les infections fongiques invasives sont difficiles à traiter et un diagnostic précoce est essentiel. C'est très difficile à traiter. Pour vous donner un exemple, la pneumonie bactérienne peut être traitée en général en 2 semaines, puis vous allez mieux. Une maladie fongique requiert souvent un traitement de plusieurs mois. J'ai pris des médicaments pendant 1 an. Si je n'avais pas vu ce reportage, je ne serais sûrement pas ici à vous parler. Des gens en sont morts. Tout le monde n'a pas autant de chance que Ken. L'infection peut être meurtrière lorsque le champignon passe des poumons au cerveau. Il y a cette infection fongique qui encercle le cerveau et qui, chez certaines personnes, envahit le tissu cérébral. On peut voir de petites lésions qui ressemblent à des trous de gruyère dans leur cerveau. Mais comment une levure qui vit une vie agréable sous terre peut-elle envahir et tuer des humains en bonne santé? C'est à cause de l'écologie du sol. Il y a d'autres organismes là, parmi lesquels les amibes. Ce sont des animaux. Elles se déplacent et elles mangent d'autres organismes. C'est leur source de nourriture. Mais dans une course à l'armement évolutionniste, le cégati s'est construit un bouclier protecteur pour éviter d'être mangé. Maintenant, placez ce concept au niveau du corps humain. Les humains ont un système de défense principal appelé les globules blancs. Et si on les examine au microscope, ils n'ont pas l'air si différents des amibes présentes dans la Terre. Tout comme les amibes sous terre, nos globules blancs, les macrophages, engloutissent les microbes envahisseurs. Mais le cégati a ce qu'il faut pour faire face à un tel défi. Les mêmes caractéristiques qui leur permettent de survivre aux amibes leur permettent de survivre aux macrophages dans les poumons. Bien avant les premiers humains, ce champignon a développé un moyen de nous tuer si l'on croise sa route. Il aurait sûrement vécu une petite vie bien tranquille, sans même qu'on sache qu'il était là. Le Cryptococcus gattii a été inactif dans l'environnement jusqu'à ce que les conditions changent. Et ce changement, c'est le réchauffement climatique. On sait que depuis les 40 dernières années, la température moyenne a augmenté d'1 ou 2 degrés dans cette zone. Il y a des périodes de sécheresse plus longues. Dès que cette poussière est soulevée par le vent, la possibilité que des gens respirent le champignon augmente. Et donc le nombre de gens contractant la cryptococose augmente lui aussi. Le cégati se déplace. Il était limité à l'Australie et tout d'un coup, ça devient un problème mondial. Il se propage aux États-Unis. On pense qu'il s'est établi sur ce continent et on risque d'en entendre beaucoup parler. L'épidémie de Vancouver est une mise en garde dans un monde qui se réchauffe. S'ils en ont l'occasion, les mycètes sont toujours prêts à envahir de nouveaux territoires, nous inclus.
C'est vraiment par chance que les humains en général n'ont que quelques champignons pathogènes, parce qu'il y a peu de champignons pathogènes qui survivent à 37 degrés, c'est-à-dire la température du corps humain. Cela nous a sauvés. Mais alors que la planète se réchauffe, de plus en plus de champignons sont forcés de s'adapter à ces nouvelles conditions. Donc les organismes qui sont inoffensifs aujourd'hui, parce que notre température les repousse, risquent de devenir de nouveaux pathogènes. Les champignons vont continuer à évoluer de façon imprévisible. Les ignorer est une occasion manquée et une grave erreur. Je pense donc qu'il est plus important que jamais de comprendre notre relation avec les champignons parce que nous n'avons aucun contrôle sur eux et nous espérons pouvoir continuer notre relation plutôt pacifique. Depuis l'aube de la vie, les champignons ont été l'un des principaux facteurs de l'évolution sur la Terre. Ils ont mangé les roches qui ont créé les sols et ils ont nourri les plantes qui ont fait verdir la planète. Pour avoir la planète qu'on a aujourd'hui, il fallait qu'on ait des champignons. Ce furent les champignons qui ramenèrent la vie sur Terre après chaque catastrophe planétaire. S'il n'y avait aucun champignon, il n'y aurait aucune autre vie. Ils sont la clé de voûte de notre monde. Ce sont les champignons qui ont ouvert la voie à la civilisation. Ils ont fait de nous ce que nous sommes. Tout autour de nous, il y a des champignons qui nous tombent dessus, qui vont changer la destinée de l'humanité. Et nous commençons tout juste à le comprendre. Et alors que nous commençons à explorer le monde des champignons, nos découvertes les plus fascinantes sont encore à venir.